très particulière, mais en règle générale, il y a vraiment je me lance complètement. Quitte à me faire peur, quitte à me dégoûter même, je sais pas, aller chercher partout. Mais en tout cas, je me lance et ça dure assez longtemps. Richard Zimmerman, l'endroit d'où j'écris. Il compte 3 lieux particuliers et une vision de l'écriture à laquelle il se dédie totalement pour puiser au fond de lui. Bonjour Richard Zimmerman. Merci d'avoir répondu à l'invitation dans Miroir. Ravi d'être ici aussi. Je commence par une question que j'ai posée à toutes et tous. Est-ce que tu peux m'indiquer l'endroit où tu te situes actuellement ? Alors, je me situe à Marseille, dans le 7e arrondissement, pas très loin de la mer, et pas très loin des Calanques, et pas très loin du centre-ville non plus. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous indiquer comment tu es venu à l'écriture ? Alors, comment je suis venu à l'écriture ? Je suis venu à l'écriture il y a pas mal de temps quand même. Je pense que j'ai commencé à écrire vers l'âge de 17 ans. Et en fait, je me souviens, c'était suite. J'ai passé un long moment à Héraclion. C'est une ville qui est en Crète. Et j'ai été une nuit un peu coincé dans l'insomnie. Et puis j'imaginais des rencontres, des drames, des histoires, juste en écoutant les sons qui émergeaient de la rue, des murs, de cet endroit qui est très atypique, hein, puisque j'avais des problèmes de passeport et d'argent à cette époque-là, et du coup j'habitais une espèce d'hôtel de passe. Et donc il y avait des bruits atypiques, et donc j'ai commencé ce soir-là, pour vaincre l'insomnie ou peut-être la peur, je sais pas. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit une nouvelle, et c'est la première nouvelle que j'ai écrite. Voilà, ça a commencé un peu comme ça. Puis après, je me suis jamais arrêté d'écrire. J'écris pas mal de chansons pour le punk, le rock, puis même un peu pour le rap. Et puis ensuite, j'ai pas mal écrit de courts-métrages. Et puis j'ai jamais lâché l'écriture. J'ai travaillé pour la télé et ensuite dans la pub, qui m'a plutôt appris à bosser d'une certaine manière, c'est-à-dire avec j'étais dans les agences très très créatives, donc c'était une chance, mais on demandait beaucoup de rigueur, surtout c'est un travail sous contrainte. Du coup, il fallait créer un imaginaire, et puis tout de suite j'ai pris, comme il n'y avait pas d'école pour écrire à l'époque, j'ai pris appui sur ce qui constitue plutôt ma vie, ce qui était assez proche de l'écriture. Alors, ça faisait un parcours assez atypique dans ce métier, mais et puis après, plus tard, je me suis mis toujours à écrire des débuts de romans, des nouvelles. J'ai jamais arrêté d'écrire, et puis les ateliers d'écriture m'ont relancé, j'ai envie de dire totalement dans les mots. Voilà. Et quand tu écris pour tes projets personnels, tu es où d'ordinaire ? Alors en fait, je fais plus qu'écrire depuis 2 ans et demi, où j'ai arrêté toute chose, c'est-à-dire mercantile. Et j'écris dans 3 lieux différents. J'écris à la bibliothèque de l'Alcazar, où il y a beaucoup de calme. J'écris chez un ami, c'est assez structuré, hein, c'est calendaire. Hein, j'ai vraiment chaque jour a son lieu d'écriture. J'écris chez un ami qui est restaurateur de tableaux. Je suis entouré d'œuvres d'art. En règle générale, j'écris dans 1 ou 2 lieux près de la mer. Et puis je relis et je retravaille chez moi. Tu disais que chaque jour avait à peu près son lieu. C'est Ouais. organisé comme ça dans ton agenda ? Carrément, ouais. Exactement. Ouais, je suis très structuré. Je suis pas totalement structuré dans l'ensemble de ma vie, mais pour le coup, je pense que ça me donne une rigueur et une discipline. Ça me permet presque j'ai envie de dire, de créer des rendez-vous très précis. Et ça, c'est plutôt
c'est plutôt structurant pour moi. Avec un plan de travail concret que tu analyses au préalable et que tu projettes sur ton planning. Alors, pas vraiment, pour le coup. Enfin, si on parle de la manière dont j'écris, j'écris pas trop selon un plan de travail. Je suis plutôt quelqu'un qui, on va dire, qui va écrire de manière spontanée. Je peux par exemple emprunter une couleur, un sourire ou quelqu'un qui passe, ou je sais pas, un objet et me fixer de commencer à écrire à partir de cela. J'ai envie de dire que c'est après que vient la structure. C'est quand j'ai été chercher ce que je ne connais pas encore, que tout d'un coup il émerge quelque chose. Et là je peux commencer un peu plus à réfléchir à cette chose et à me dire bon voilà, qu'est-ce que je fais de ce mouvement, est-ce que j'ai envie de continuer à écrire comme ça ou est-ce que je poursuis et je continue à chercher ce qui m'est inconnu, on va dire, hein. De toute façon, d'une manière, j'envisage que ce qui se cache en moi m'est inconnu, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et du coup, tu sais, par exemple, tu évoquais du temps de relecture qui est considérable, mais est-ce que tu le planifies? Est-ce que ou chaque séance d'écriture est toujours la même en te disant, je fais appel à ce qui vient, je cherche à fouiller au fond de moi, et ensuite je glisse vers de la relecture, ou tu as des séances préétablies de relecture? Non, en règle générale, que ce soit pour des plus longs formats, enfin là je viens de finir un très long format, c'est mon premier très long format, donc je me suis comment dire, astreint à une discipline très particulière, mais en règle générale, il y a vraiment je me lance complètement, quitte à me faire peur, quitte à me dégoûter même, je sais pas, aller chercher partout, mais en tout cas je me lance et ça dure assez longtemps. On va dire que en règle générale, la fin d'un chapitre ou d'une idée va pousser une autre, presque naturellement. Et je vais chercher à la pousser, à continuer, à tirer le fil. C'est comme si j'empruntais un chemin et puis finalement je sais pas très bien où j'allais. Et puis je continue et puis finalement ce chemin il me paraît assez joli. J'ai eu raison de l'emprunter et puis tout d'un coup je me trouve dans un autre endroit. Je vais plutôt aller à droite alors que j'aurais toujours pensé aller plutôt du côté gauche. Donc j'arrête pas d'avancer comme ça, de convoquer un peu l'inattendu. Et à un moment donné, quand il est temps, c'est là que je me repose. C'est là que je commence à rectifier, à essayer de structurer, à trouver plus de sens au sens, et puis à réduire. C'est là que les relectures, c'est une réduction, on va dire. C'est un peu comme en cuisine. Je commence à réduire pour essayer d'arriver à la matière la plus brute, même si je peux encore trop bavard pour moi en permanence. Est-ce que en dehors des lieux, il y a des choses qui peuvent t'aider à écrire? Alors étrangement, avant je pouvais pas supporter le son quand j'écrivais, et maintenant j'ai une écriture d'un roman que je viens de finir. Je l'ai fait quasiment qu'avec une bande son. Donc et ça me permettait de m'isoler totalement, et donc je faisais attention à ce que je mettais dans mes oreilles, bien sûr, hein. Pas trop non plus, mais je faisais un petit peu attention pour que ça soit un petit peu que ça guide un petit peu, même si c'était un contrepoint, il fallait que ça aille quelque part pour m'aider à m'enfermer, j'ai envie de dire, dans une réalité que je voulais et pas une autre. C'est une question de rythme ou c'est une ambiance musicale que tu associes à ce que tu écris? C'est clairement une question de rythme. Moi, je suis musicien. Quand j'étais jeune, un des premiers chocs littéraires, ça a été Céline et sa manière de ponctuer les phrases. Pour moi, ouais, c'est extrêmement important, même essentiel, la ponctuation, la manière dont je rythme. Donc oui, en effet, quand j'écoute de la musique, ça me donne un rythme, ça me met dans un tempo. Et tu l'inscris dans une forme d'oralité après, quand tu te relis? Un petit peu, oui. On peut dire, oui. On peut dire qu'il y a une forme d'oralité, bien sûr. J'aime bien lire, par exemple. Lire tout haut, c'est un exercice que je fais assez souvent
sur les auteurs que j'aime, ou parfois même ce que moi j'écris, pardon, pour un peu appréhender quel tempo, et parfois je rectifie en effet. Dire non, ça sonne pas comme je voudrais. Par rapport à ce projet au long cours là, que tu développes avec ce roman, est-ce que comment tu le projettes? Est-ce que dans ta planification, tu envisages de le finaliser et d'éventuellement le présenter à des maisons d'édition sous quel délai? Alors, écoute, je vais entamer la 5e relecture totale, et ça va être la dernière. Et ensuite, j'ai déjà identifié un petit peu en amont, on va dire en fonction des auteurs que j'aimais d'abord et qui me paraissaient proches, c'est difficile à dire, mais d'une famille pas trop éloignée, on va dire, de cousins. Eh bien, j'identifiais leur maison d'édition et je vais plutôt proposer à ces maisons d'édition dès septembre. Est-ce que ce roman présente un genre particulier? Alors, ce qui présente un genre particulier, je dirais plutôt c'est une écriture plutôt contemporaine, si on peut, oui, je le vois comme ça. C'est un peu, je dirais, c'est une espèce de cover de l'Odyssée, mais c'est plutôt sa version punk. Okay. Voilà, je dirais que c'est l'Odyssée punk d'un personnage qui est une espèce de, on va dire, un YouTuber sans scrupules, mais qui cherche des choses, qui va trouver des choses dans son, au-delà de son cynisme. Très bien. Merci en tout cas pour les précisions. Dans ma requête, je t'ai demandé de partager un texte que tu recommandes et de nous énoncer d'abord pourquoi tu l'as choisi. Alors, c'est marrant, oui, parce que tu le disais, sans le texte. Alors, le problème, c'est déjà, c'est 2 petits passages issus du même livre. Alors, est-ce que tu me permettras de lire les 2 passages ou tu... Non, bien sûr. D'accord. Je l'ai choisi parce que cet auteur, il définit une espèce de vérité ou de réalité qui ne soit que dans le rêve et l'imagination, d'abord. Et qu'il met... en fait, à l'intérieur de cela, même à l'intérieur de ça, il met en abîme ces contradictions, mais les nôtres, évidemment. Il définit un peu une espèce de dieu d'intranquillité qui serait en nous, tu vois, et qui nous rappelle au paradoxe, en tout cas au mien, permanent entre volonté de solitude et besoin des autres, spiritualité et boulimie, on va dire consommation ostentatoire, philanthropie, misanthropie, et entre l'instant présent et sombrer dans les regrets et l'histoire immature, mais il donne pas de jugement de valeur, il va pas intellectualiser ce genre de choses, il va juste, en cela, plutôt sublimer l'absence, le non-être, et puis la vacuité, tu vois. Et c'est un auteur qui recherche plutôt l'essence par le vide, et qui pense que finalement, quand la vie a trop de buts trop précis, elle devient vaine, force d'intention et de volonté d'atteindre des sommets fantasques, tu vois, on ne pourra jamais atteindre. Et quand bien même on les atteigne, tu vois, ces sommets, la jouissance, elle est si furtive, je dirais qu'elle laisse place instantanément à un désir encore plus grand et encore plus inaccessible. Voilà. Donc on peut dire que c'est quelqu'un dans son écriture qui nous montre qu'on peut ni être dans la vie ni en dehors. Et donc, de qui s'agit-il? Voilà. Il s'agit de Fernando Pessoa. Et ces textes que je vais te lire sont issus du livre de l'intranquillité. Je suis donc ainsi fait, futile et sensible, capable d'élan fougueux qui m'absorbe tout entier, bon et mauvais, noble et vil. Mais jamais d'un sentiment durable, jamais d'une émotion qui persiste et qui pénètre la substance de l'âme. Tout en moi tend à être aussitôt autre chose. Une impatience de l'âme contre elle-même, comme on peut l'avoir contre un enfant important. Une intranquillité toujours plus grande et toujours semblable. Tout m'intéresse. Rien ne me retient. Je m'applique à toute chose en rêvant sans cesse. Je fixe les moindres détails de la mimique faciale de mon interlocuteur. Je remarque des inflexions millimétriques dans les phrases qu'il prononce. Mais alors même que je l'entends, je ne l'écoute
Je pense à toute autre chose. Et ce que je me rappelle le moins de notre conversation, c'est justement ce qui s'y est dit, d'un côté ou de l'autre. C'est ainsi que bien souvent je redis à quelqu'un ce que je lui ai déjà dit. Je lui pose à nouveau une question à laquelle il a déjà répondu. Mais je peux décrire en 4 mots photographiques l'expression des muscles de son visage au moment où il m'a dit ce que j'ai totalement oublié. Ou sa tendance à n'écouter que des yeux le récit que je ne me souvenais pas de lui avoir déjà fait. Je suis d'eux. Et tous deux gardent leur distance. Frères siamois, rien nous rattache. L'inaction console de tout. Ne pas agir nous donne tout. Imaginer est tout, pourvu que cela ne tende jamais à l'action. Personne ne peut être roi du monde autrement qu'en rêve. Et chacun de nous, s'il se connaît vraiment, désire être le roi du monde. Ne pas être tout en pensant, c'est posséder un trône. Ne pas vouloir tout en désirant, c'est recevoir la couronne. Nous possédons tout ce à quoi nous renonçons, parce que nous le conservons intact en le rêvant éternellement à la lumière du soleil qui n'existe pas, ou de la lune qui ne peut exister. Merci Richard pour cette lecture, et merci pour l'entretien. Merci beaucoup à toi, Benjamin. C'était Richard Zimmerman. L'endroit d'où j'écris. Une réalisation, Benjamin Milazzo.